Bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez sur Mikuba Radio-Télévision, bienvenue plus exactement dans cette question, émission hebdomadaire de la rédaction qui revient sur les questions qui ont marqué la semaine dans divers domaines de la société. Comme cette fois-ci, on va parler de deux thèmes. D'abord, en première partie, on va parler du gouvernement Sama Lukonde II, ce gouvernement qui a été installé, qui a tenu même son premier conseil de ministres. On va revenir sur les ambitions de ce gouvernement dans le temps qui lui est imparti. Il n'a que 9 mois pour son action. On va étudier, en tout cas analyser la marge des réussites pour ce gouvernement qui compte quand même beaucoup de grosses pointures, à l'exemple de Vital Kamerhe, qui est vice-premier ministre et ministre de l'économie, Jean-Pierre Bemba Gombo qui est à la défense. On va essayer en tout cas de revenir sur les ambitions de ce gouvernement. En deuxième partie, on va parler de la proposition de loi Tchani qui a été inscrite cette semaine au programme de cette session de mars au niveau de l'Assemblée nationale. Cette proposition de loi qui divise entre les opposants, ceux qui soutiennent Singhi Pouloulou et Noël Tchani qui sont les porteurs de cette loi en deuxième partie. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Bernard Kapenga qui est cadre de l'UDPS au niveau du Lualaba. Soyez les bienvenus, monsieur. Merci, monsieur Le Paul. Merci pour cette invitation. Vous m'honorez après tant de mois d'absence. Oui, vous avez justement manqué à nos auditeurs et téléspectateurs. Oui, nous serons disponibles et chaque fois que vous allez nous appeler, nous serons toujours là. D'accord, merci d'être installé. Nous avons aussi le plaisir de recevoir Maître Jerry Mbayo qui est plutôt accoutumé au débat de Mikuba Radio-Télévision. Bonjour. C'est toujours un plaisir de me retrouver avec vous. Un plaisir partagé, merci d'être installé. Finalement, nous avons Nestor Moussoul qui est cadre du LGD au niveau du Lualaba. Monsieur Nestor Moussoul, soyez les bienvenus. Merci, c'est pour moi un plaisir encore d'être là chaque fois qu'il y a une invitation pour que nous puissions répondre et donner la lumière aux attentes de la population étant analyste politique. D'accord. On va essayer de faire rapidement. Il y a beaucoup de sujets qui ont marqué l'actualité cette semaine, à l'exemple de la prorogation au niveau d'abord du gouvernement national, les gouvernements Sama II, la prorogation de l'état de siège dans le Nord Kivu et dans l'Ituri. Après, cette prorogation a été confirmée au niveau de l'Assemblée nationale. Maître Jerry Mbayo, est-ce que vous avez, à votre niveau, vous avez l'impression que le gouvernement, l'Assemblée nationale sont en train de faire le forcing avec une initiative qui est infructueuse? Merci pour la parole. Toutes mes excuses pour le petit désagrément lié à un petit malaise de santé. Mais voilà, nous allons nous efforcer de répondre à cette question. En fait, l'état de siège, comme vous le savez, est une situation exceptionnelle dans laquelle pourrait se retrouver un État du fait, par exemple, d'une agression d'une armée ennemie et qui, devant le besoin de répression de cette agression, se voit obligé de mettre en place un mécanisme beaucoup plus sévère pouvant permettre de contenir l'ennemi ou, si vous le voulez, de mettre fin à cette agression. Je pense qu'il ne fait l'ombre d'aucun doute que la situation qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo est de nature à inquiéter la tranquillité publique. Et cette inquiétude de la tranquillité publique va jusqu'aux extrêmes, dans la mesure où nous enregistrons aujourd'hui environ 14 millions de morts depuis le début de cette guerre-là. Il était donc impérieux pour le gouvernement de mettre en place cet état de siège pour permettre à ce que des nouvelles stratégies basées sur une rigueur militaire puissent être observées pour permettre, n'est-ce pas, de contenir cette invasion-là. Mais à force du temps, on se rend compte que ces mesures sont en train de faiblir. Et on commence à se poser la question de savoir s'il ne faudrait pas revenir finalement à la normale. Voilà plus ou moins la situation
ou l'analyse que je peux faire au sujet de l'état de siège. D'accord. Dans cette semaine aussi, Bernard Kapenga, il y a eu ce dossier qui fait couler beaucoup d'encre et des salives au niveau de la province du Haut-Katanga. On a retrouvé de corps sans vie d'une vingtaine de jeunes, selon les bilans de la société civile locale, de jeunes qui appartiendraient à l'UNAFEC. On va même éviter le conditionnel qui appartient à l'UNAFEC parce que c'est confirmé. Ces jeunes ont été, bien entendu, retrouvés, les corps sans vie qui ont été retrouvés de ces jeunes. Est-ce que votre commentaire justement sur cette question? Moi, je pense que pour tout Congolais respectueux de la vie humaine ne peut pas se réjouir lorsqu'il y a des morts, que ce soit des jeunes de l'UNAFEC ou de n'importe quel autre parti politique, ou tout simplement de tout Congolais étant jeune, s'il y a des morts, donc ça ne peut qu'inquiéter. Mais la grande question qu'il faut se poser, comment ces jeunes sont-ils morts? Qui les a tués? Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour qu'ils soient tués? Tout ça, ce sont des zones d'ombre. Donc, moi, je pense qu'à ce niveau, il faut que l'affaire aille au niveau des autorités compétentes pour mener une enquête juste, correcte, pour que la population soit suffisamment informée sur les raisons de la mort de ces gens-là. Donc, si jusque-là, nous ne savons pas, on ne nous dit pas qui a tué, pour quelles raisons, nous allons rester dans la polémique pour rien. Moi, je pense qu'ici, il faut que l'État se saisisse de la situation pour nous éclaircir et comprendre les raisons. Oui, certaines sources parlent notamment d'une mésentente avec des militaires qui a conduit à ce massacre. Bon, si ce sont des militaires, bon, nous avons les militaires avec nous tous les jours, ils ne tuent pas les gens tous les jours. Donc, vous voyez déjà, il faut qu'on nous explique cette mésentente, comment elle a évolué, qu'est-ce qui s'est passé. Un militaire reste un militaire, il faut aussi le comprendre. Un militaire a des réflexes militaires, un civil reste un civil, un policier c'est un policier. Si vous faites face à un militaire et que vous ne savez pas vous contenir, vous oubliez donc que tout peut dégénérer. Ce sont des militaires, ils n'ont pas d'autres réflexes que de manipuler leurs armes. Mais c'est pourquoi je dis, ont-ils eu raison? Est-ce qu'ils ont eu tort? Il n'y a que l'enquête seule qui peut nous aider à départager pour que les responsabilités soient établies. Ça va être peut-être la dernière question. Bernard Kapenga, il s'est toujours posé un problème au niveau de l'encadrement de la jeunesse dans certains partis au niveau, par exemple, du Haut-Katanga, comme l'UDPS et l'UNAFEC. Est-ce qu'il faut aussi, il y a aussi des choses à dire à ce parti au niveau de l'encadrement de jeunes? Nous nous posons toujours cette question-là. Vous savez, il y a la jeunesse d'un parti politique qui a eu à briller depuis plusieurs années d'ailleurs, comme la jeunesse de l'UNAFEC. On a vu, nous avons des exemples, beaucoup d'exemples d'ailleurs, la jeunesse d'un jeune parti qui s'est substituerait à l'État, tout ça, ça a dérangé, mais la plus grande question, pourquoi l'État laisse faire? Donc, si on ne fait rien à ces jeunes-là, c'est-à-dire les autres partis politiques pourront, et les jeunes des autres partis politiques pourront aussi se retrouver dans le même modèle-là, et puis c'est de l'insécurité. Vous savez, dans le Haut-Katanga, précisément le Lubumbashi, il y a une insécurité vraiment grandissante aujourd'hui. Donc, vous voyez avec cette réalité, ce contexte-là, donc les militaires qui sont là, vous attendez à quoi? Moi, je fais des reproches à l'État. L'État et les présidents des partis politiques doivent ensemble à demander aux partis politiques surtout à bien encadrer leurs jeunes, surtout à l'UNAFEC qui a fait l'histoire. Et on cite aussi l'UDPS parfois. Donc, vous voyez, tout ça. Il faut que les jeunes restent vraiment un modèle, l'avenir du pays demain, que de nous retrouver dans ces agissements qui n'honorent pas les partis politiques. Par contre, les jeunes qui se comparent un peu à des milices, c'est très dangereux pour le pays, pour la ville. Il faut que l'État regarde cette situation. Merci bien, Nestor Moussoul. Cette semaine
le Rwanda a nommé Vincent Karega. Vincent Karega qui n'est autre que l'ambassadeur rwandais qui a été ici en RDC avant d'être expulsé. Il a été nommé à Bruxelles, en Belgique. Il va donc faire la diplomatie du Rwanda au niveau de la Belgique qui est notre colonisateur. La Belgique, ou précisément à Bruxelles, où il y a les grandes institutions de ce monde comme l'Union européenne. Est-ce qu'il y a des craintes au niveau, la RDC à craindre au niveau de cette nomination? D'entrée de jeu, la RDC, c'est un État fort, puissant, à la dimension d'un continent, vit sa superficie et au potentiel qui repose dans notre pays, il n'y a pas à s'inquiéter. Certes, le Rwanda, c'est un petit pays voisin. On a eu des relations amicales dans le passé et aujourd'hui, des relations sont très tendues. Pourquoi? Parce que chacun des contreparties n'a pas joué bien son rôle et qui fait qu'aujourd'hui, cette relation est brisée. Alors, pour moi, Vincent Karega qui était ici, qui a suscité encore des émeutes dans la toile politique congolaise, je crois sa nomination, même si qu'elle soit stratégique ou pas, à l'heure où le pays est, ça ne va rien rapporter parce que l'État a essayé un peu de changer. À l'époque, notre président, Félix-Antoine Tshisekedi, il jouait de la diplomatie pour amener la paix. Et le premier pays à qui il a rendu plusieurs visites, c'était le Rwanda. Et les Rwandais nous ont tourné le dos, quand le président a quitté, l'ont poignardé le dos, en trahissant ce qui était comme des accords d'amitié. Même au début de ce mandat, le président Tshisekedi loué, il disait que les Rwandais sont nos frères. Mais après un temps, il s'est rendu compte que c'était pareil. Nestor Mossol, on sait par exemple que Vincent Karega a été d'abord ambassadeur du Rwanda en Afrique du Sud, où il a été cité dans beaucoup de bévues. Il a été expulsé d'abord en Afrique du Sud, expulsé au niveau de la RDC, aujourd'hui au niveau de Belgique. Bon, quand il a été expulsé en RDC, c'est en fonction de l'attitude qu'il a jouée au terrain dans cette guerre de l'Est. Oui. C'est la population d'abord qui s'est soulevée pourvu qu'il y ait un départ définitif de Vincent Karega. Il est parti, oui. On l'a chassé, c'est le peuple congolais qui a pris le pouvoir de chasser ces messieurs-là. Et aujourd'hui, il est nommé comme encore représentant de quoi? L'ambassadeur du côté Belgique. Pour nous, les Congolais, ça ne va pas jouer grande chose. À cette époque, il y a une montée en puissance des FARDC, parce qu'au départ, les tactiques étaient occupées par les M23, mais aujourd'hui, il y a une avancée que nous devons louer. Nos militaires qui montrent leur bravoure. Merci. À l'Est à défaire les M23. Donc, pour moi, ça ne va vraiment rien changer sur la table politique congolaise. Quand bien même, il a été cité dans plusieurs actions qui sont très louches. Mais actuellement, le président est bien informé sur toute la composition de l'appareil judiciaire rwandais. Donc, nous sommes déjà bien informés, ça ne va rien vraiment changer. Merci bien, merci chers invités. Merci d'être installés tous. Le premier sujet de ces débats, on va parler du gouvernement Sama 2 comme on l'annonçait déjà. Mais déjà, ce gouvernement qui a eu son premier conseil de ministres, c'était ce 31 mars. Écoutons Patrick Mouyaya Katemboe, qui est porte-parole de ce gouvernement et qui est ministre de la Communication et des Médias, qui annonce un peu en résumé les intentions, les ambitions de ce gouvernement. Afin de primer à l'action gouvernementale une inclusivité, elle doit s'étendre aux institutions, notamment le service de la présidence de la République, du Parlement et du pouvoir judiciaire. Le Premier ministre a été encouragé à favoriser la cohésion dans l'action et à faciliter une meilleure impulsion présidentielle de l'action gouvernementale. Au-delà de ces principes cardinaux, qui expriment aussi des valeurs républicaines, le président de la République a souligné que des efforts doivent être déployés par chacun afin de contribuer à l'affermissement de la cohésion nationale, notamment par le respect d'un équilibre géographique optimal au sein des cabinets ministériels, ainsi qu'à la promotion des candidatures des femmes et des jeunes, sans oublier une parfaite collaboration avec les administrations respectives des différents ministères. Le président de la République a conclu sa communication en précisant que tout ceci a pour objectif ultime de parvenir à l'efficacité de chacun dans le rendement professionnel, l'assiduité et la célérité dans les traitements des dossiers
l'activisme dans les travaux des commissions pour les réformes envisagées, avec évaluation permanente par le Premier ministre pour la requalification dans le cadre du devoir républicain de redevabilité par la soumission au contrôle tant administratif que judiciaire. Voilà, on est de retour sur le plateau. La question s'adresse directement, est adressée à Bernard Kapenga. Comment vous trouvez les ambitions de ce gouvernement Samadeu? Oui, Monsieur Léopold, c'est des ambitions normales d'un gouvernement qui s'engage, qui veut pousser pour arriver au résultat escompté. C'est tout à fait normal que nous ayons un peu ce rappel du compte-rendu. Ça, je pense que c'est d'abord une conséquence du fait qu'il y a eu des ministres qui avaient démissionné, les quelques ministres de l'ensemble. Il fallait passer au remaniement, ce qui est fait. Mais ce qui frappe, c'est que les gens qui viennent, il y a quand même des pointures là qui touchent directement la population congolaise, comme la personne de Mbemba, la personne de Kamere, sans oublier un autre journaliste bien connu, Kabulo, Mwana Kabulo, qui fait en tout cas l'unanimité, je pense que de tous les Congolais. C'est comme un couronnement d'un Congolais quand même qui a eu pendant son temps à bien représenter la RDC à l'extérieur. Vous savez que c'est très rare, mais Kabulo déjà dans les premières heures a su donc présenter la RDC et le défendre dans beaucoup de compétitions. Donc nous attendons beaucoup de choses de ces gouvernements. Je pense qu'il y a beaucoup à faire. Il n'y a pas que les actions. Vous savez, actuellement, il y a l'économie qui bouge. Actuellement, il y a l'insécurité qui continue à l'Est. Nous sommes pratiquement dans la guerre. Aujourd'hui, il y a les élections qui nous attendent. Ce sont des grandes ambitions. Nous avons besoin vraiment des gens capables, avec les défis qui se présentent devant nous, des gens qui peuvent arriver à les affronter et à nous donner des bons résultats pour que le pays avance pour le mieux. Voilà, Nestor Moussoul, les gens disaient la clameur publique a réclamé même $1 à 1000 francs, ce que Vital Kamerhe a rappelé lors de sa prise de fonction. Est-ce que dans 9 mois, ce gouvernement peut arriver au bout de ses ambitions? Devons être premièrement réalistes par rapport aux faits qui se sont déroulés dans notre pays et les rôles qu'a joué des leaders qui fait du buzz sur la toile publique, la nomination de Jean-Pierre Mbemba et celui de Kamerhe. À mon humble avis, pour moi, c'est vraiment une comédie politique. Comédie politique. Pourquoi? Qui ne va rien apporter au pays. Nous savons que ces deux leaders ont des carnets dans le passé qui étaient tachés. Nous parlons de Kamerhe quand il était le chef du cabinet de la présidence, des bavures dans les détournements des procès de 100 jours. Jusque-là, M. Kamerhe avait été condamné et il devait s'acquitter. Mais après quelques mois, on a vu M. Kamerhe qui a été blanchi par la même justice qui lui a déclaré coupable. Oui. La question qu'on se pose, où est parti cet argent? Vous comprenez, c'est déjà des procès passifs. Mbemba, vous savez très bien, aux échéances électorales, même pas avant les séances électorales de 2006, il y a eu le système de 1+4. Vous connaissez quel est le rôle Mbemba jouait déjà à cette époque. Le pays était déjà balkanisé. Il fallait avoir un président avec 4 vice-présidents. Donc Mbemba qui était le président de MLC, manipulé par les Rwandais, parce qu'il était à cette époque comme pion de ces mouvements-là. Et Mbemba, arrivé encore en 2006, il a été conduit vers la CPI par base des bavures qu'il a commis au sein du pays et en dehors du pays. Et il était friqué. Maintenant, on a dépouillé tout ce qu'il avait comme argent. Il est resté un homme sans ressources financières. Voilà pourquoi on l'a libéré. Et quand il est venu au pays, il y a eu d'autres bavures qui se sont... Il y a un procès qui avait entre M. Mbemba et le gouvernement congolais. Et M. Mbemba a gagné ces procès en défaveur du gouvernement congolais. Il y avait une somme de plus de 30 millions. Vous comprenez bien ce qui est là. Donc, aujourd'hui, quand je vois les deux têtes, pour moi, c'est une déception par rapport au rôle qu'ils ont joué. Ils sont des candidats potentiels à la présidence, voire un candidat potentiel occuper un simple ministériel. Est-ce qu'au sein des MLC, il n'y a pas de jeunes que Mbemba peut léguer qui peut prendre ce poste-là d'être ministre de la Défense? C'est trop petit pour lui? C'est trop petit? Par rapport au rôle et au poids politique. Parce que Mbemba est candidat, il est parmi les candidats à la présidence, vous comprenez bien. La communauté internationale est en train de voir comment la politique se déjoue au pays.
Les mêmes personnes qui ont été condamnées, chantées sur le plan national et international, et ces mêmes personnes sont revenues encore aux affaires politiques. Vous croyez qu'il y aura un changement? Vous avez la même équipe, les mêmes personnes, vous croyez qu'il y aura un changement? Les personnes qui n'ont rien apporté. Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir, c'est comme si on commence à partager les gâteaux familiales tout en étouffant la jeunesse. Mais c'est Kamere, est-ce qu'au sein de l'INC, il manque un jeune qui est compétent, qui peut occuper les postes de ministre de l'économie au sein de son parti? Pourquoi pas léguer? Je prends l'exemple de Katumbi. Lors de la coalition, mais là, vous êtes en train de faire l'analyse sur le casting. La question aujourd'hui, c'est au niveau des ambitions. Kamere, lors de sa prise de fonction, il parle de la rigueur. Lors de la prise de fonction de Bemba, Bemba parle de laver l'humiliation de la RDC, mettre fin au cycle d'insécurité à l'est de la RDC. Est-ce que dans 9 mois seulement, parce qu'ils sont là jusqu'en décembre où les élections vont être organisées, est-ce qu'ils peuvent arriver à concrétiser leurs ambitions? Ce sont des discours purement politiques. D'entrée de jeu, il fallait jouer de ce qu'on appelle une démagogie politique pour montrer sa position que je vais terminer l'histoire de la guerre. Mais ce qu'Amere a dit dans 6 mois, $1 sera égal à quoi? À 1000 francs. C'est une comédie. Où est-ce que M. Kamere a déjà, même dans son parcours politique, géré sur le plan de l'économie? Est-ce qu'il a des compétences nécessaires pour mettre fin à cette instabilité monétaire? C'est un économiste de formation. Oui. Qu'il soit économiste de formation, son rôle est beaucoup plus, on l'appelle un pédagogue en politique, n'est-ce pas? Il est plus calé dans la politique que dans la gestion des affaires courantes de la République. Donc avec moi, je ne crois pas qu'il y aura un grand changement, parce que c'est une vérité. Il y a 4 ans que ce gouvernement a déjà dirigé. Dans ces 4 ans, les dollars et la monnaie est toujours instable. Croyez-vous, dans ces 9 mois qui nous restent, que M. Kamere peut rétablir la situation financière de la RDC? On va revenir donc vers ce vous. sont des discours purement politique pour essayer d'aveugler la population congolaise. On va revenir vers vous, Nestor Moussoul. Jérim Bayo, comment vous jugez les ambitions que se donne à ce gouvernement? Il faut noter d'abord que ce remaniement intervient à une période assez cruciale. Oui. C'est-à-dire que nous sommes partis de coalition en coalition. C'était d'abord le FCC Cash qui a fini par périr, et après nous avons vu la création de l'Union Sacrée qui, déjà avec le départ de Moïse Katumbi et l'ensemble, a fragilisé quelque peu l'efficacité du gouvernement. Et comme l'a dit tout à l'heure un des co-débatteurs, il y a eu nécessité de remplacer les ministres ayant démissionné. Mais au-delà de tout, nous sommes au cours de l'année électorale. Année au cours de laquelle des alliances se fondent afin de batailler ensemble pour conserver ou soit arracher le pouvoir. Et déjà dans certaines déclarations qui ont précédé ces dernières semaines, vous allez apprendre que il y a un camp qui s'est tracé avec Matata Mponyo, Moïse Katumbi, Joseph Kabila et Martin Fayoulou. Et de la même manière, du côté de l'Union Sacrée, il se dessine aussi un schéma d'alliance. Mais au-delà de ce schéma d'alliance, le plus important pour nous, c'est que les désignations, les nominations aillent dans le sens de la promotion du bien-être de la population. La question qu'il faut se poser ici est celle de savoir que doit apporter l'avènement de M. Jean-Pierre Bemba au ministère de la Défense nationale. Rappelons qu'il a été un chef rebelle. Rappelons qu'il a eu un pouvoir décisionnel sur des troupes qui ont mis en difficulté l'armée française en République centrafricaine. Et sur le plan médiatique, la France en a fait une récupération pour déclarer haut et fort que Jean-Pierre Bemba aurait été auteur de cannibalisme. Alors qu'en réalité, il s'agissait d'une guerre médiatique visant à fragiliser Jean-Pierre Bemba par rapport à la sphère internationale en l'accusant du cannibalisme et qui, bien qu'ayant été poursuivi pour crimes de guerre, ainsi de suite, qui sont des infractions ou des crimes commis non pas par l'individu Jean-Pierre Bemba,
mais par ses troupes sur terrain en République centrafricaine. Mais étant légaliste, nous devons considérer que la décision de la Cour pénale internationale l'ayant blanchi par rapport à tous ces chefs d'accusation, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus le lui mettre sur le dos. Revenons sur M. Vital Kamerhe, poursuivi dans le procès 100 jours, et qui promet de remettre de la rigueur dans le secteur de l'économie. Nous avons plus ou moins une idée de ce qu'il a été en tant que président de l'Assemblée nationale. C'est parmi l'un des meilleurs présidents de l'Assemblée nationale que la RDC a connu jusqu'à ce jour. Il a été secrétaire général du PPRD, c'est-à-dire qu'à ce titre-là, c'est un élément très important dans le camp de l'Union sacrée, parce qu'il aura connaissance de plusieurs stratégies de l'adversaire politique, mais en même temps, bien qu'ayant fait l'objet de poursuites dans un procès qui a connu le jour devant le premier juge, puis en appel et finalement en cassation, cela ne prive en rien le droit à M. Vital Kamerhe de pouvoir bénéficier de cette nomination-là. Parce que pour respecter un minimum de choses, c'est que une fois que la décision de justice vous acquitte et vous renvoie libre de toute poursuite, dès cet instant-là, toutes les accusations qui ont été portées contre vous tombent. Voilà pourquoi j'espère qu'il ne faudrait pas être hâtif sur des suppositions de ce qui pourrait advenir. Mais tout en restant rationnel, j'estime que Vital Kamerhe, maîtrisant le rouage politique de la RDC, a la possibilité de redresser le secteur de l'économie nationale. Ce qui est pareil aussi avec M. Jean-Pierre Bemba, bien qu'ayant été chef rebelle, mais aujourd'hui, il n'a plus la même casquette. Accordons-leur la chance d'œuvrer et attendons voir le résultat. Toutefois, n'empêche que l'on reste un peu sceptique sur certaines sensibilités, notamment le fait de voir atterrir au même moment Jean-Pierre Bemba à gauche et Mboussa Nyamwisi à droite, qui sont tous deux... Oui, qui a quand même un CV au niveau de la région de Grand Lac. Tout à fait, qui a un CV, mais qui le rattache beaucoup plus à un pays dont la belligérance est bien connue avec la RDC. Alors, si sa nomination va dans le sens de profiter de l'hospitalité dont il bénéficie auprès de ces États de l'Est, c'est tant mieux pour le pays. Il connaît le langage des rebelles. C'est tant mieux alors. Oui. Mais si tel n'est pas le cas, il va falloir déjà s'inquiéter. Ce qui est la même chose aussi pour M. Jean-Pierre Bemba. Mais étant optimiste, je préfère accorder la chance à tout un chacun de pouvoir œuvrer, mais le temps imparti n'est pas assez suffisant. Voilà, justement, Bernard Kapenga rentre vers vous pour parler de... Quand on regarde la composition de ce gouvernement et les ambitions qui se donnent, quand il y a par exemple Guy Loando qui est quand même un leader d'opinion au niveau de la province de l'Équateur, il faut parler aussi de l'ex-province de l'Équateur, il faut parler aussi de Jean-Pierre Bemba qui a un fort ancrage au niveau de cette province, il faut parler de gens comme les Vital Kamerhe au sud Kivu, on va même parler de tous les Kivu, il y a des leaders de la région du Kasaï. Est-ce que ce gouvernement, sa plus grande réalisation va être finalement la réélection du président Félix Tshisekedi en 2023? Non, ça, il ne faut même pas se poser deux fois la question. Le président Tshisekedi sera réélu, ça c'est sûr. Les gens peuvent dire ce qu'ils peuvent dire, mais c'est ce qu'ils vont vivre. Ça, je vous le garantis. Mais je reviens un peu sur ce gouvernement. Vous l'avez bien détaillé, bien dessiné. Vous comprendrez que Félix, dans la sortie de ce gouvernement, il consolide d'abord du côté ouest. C'est là que le deuxième camp dont a parlé mon co-débatteur tout à l'heure, là, les camps Matata Ponyo, Moïse Katumbi, Kabila, vous verrez que leur axe privilégié, c'est beaucoup plus l'Est. Donc c'est l'Est là qu'ils veulent... Les régions swahiliphones. Swahiliphones, donc ils veulent jouer sur cet espace-là, sans oublier que c'est un espace qui a aussi beaucoup d'enrôlés. Les ambitions sont électorales. Et Félix est dans la sortie de ce gouvernement. Il y a des stratégies politiques montées.
Donc il y a aussi des calculs politiques. On ne sort pas un gouvernement pour le sortir comme ça, puisque devant nous, il y a des défis, il y a les élections qui viennent. Comment consolider déjà sa position? Déjà, quand vous voyez des grands leaders de l'Est, vous avez Batilou Koibo, vous avez Mbusa Nyamwisi, vous avez Vital Kamerhe, ce sont des grosses pointures de l'Est. Mais ces gens feront face à qui? Dans les camps Kabila, les camps Katumbi, les camps Matata Pogno. Matata est de l'Est, Kabila est de l'Est, du Grand Katanga. Et vous avez aussi qui d'autre? Moïse Katumbi, c'est toujours l'Est. Vous voyez? Donc Félix n'est pas un dupe, c'est quelqu'un qui fait une très bonne lecture et se positionne déjà. Il sait l'affrontement qui vient, qui est qui et comment contrecarrer toutes les actions pour maximiser les chances pour sa réélection. Voilà un peu le calcul politique ou la stratégie politique. Monsieur Bernard, quel est le point faible de ce gouvernement Sama 2? La main sur le cœur. Le point faible? Non, les ambitions sont énormes. Le Congo a des défis, ce sont des hommes qui viennent avec leurs responsabilités. Le peuple congolais attend très rapidement d'abord la paix à l'Est. Dans peu de temps. Dans peu de temps, ça c'est le souhait des Congolais. La paix à l'Est et le social, c'est ce que attend le peuple congolais. Moi je vous dis, dans le contexte actuel, il est difficile. Je pense, pour être très sincère, il est difficile dans 9 mois qu'on atteigne quand même ces résultats-là. Alors si jamais on arrivait à ces résultats, un changement brusque et qui réjouit la population, ça sera un miracle. Mais déjà, je dirais que ce qu'attend le peuple, c'est des signaux qui sécurisent, qu'on sente qu'on est on est en train d'aller dans la bonne direction pour le changement, pour que le social. Le peuple, lui, ne comprend pas les autres paramètres, les autres difficultés. Le peuple veut voir, veut manger, veut payer facilement la semelle, de l'eau, voyager, se faire soigner, faire étudier les enfants facilement. C'est ce qu'attend le peuple. Alors le peuple veut sentir que ce poids-là est en train d'être allégé du jour au jour. Voilà l'essentiel de l'attente du peuple. Voilà, Nestor Moussoul, il y a certains acteurs politiques qui indexent Sama Lukonde, qui est le Premier ministre. On dit de lui qu'il est un Premier ministre de temps de paix. Il est d'un caractère paisible et ceci mettrait en danger les missions qui s'assignent notamment à Bemba, qui veut laver l'humiliation, qui veut mettre fin à l'insécurité parce que le patron du gouvernement, c'est un Premier ministre à profil de paix. Comment vous trouvez cette analyse? Je crois que M. Bemba a eu un rôle qu'il a joué au sein de la classe politique congolaise. Moi, si vous voyez ma plus grande crainte, ce n'est pas par rapport à leur nomination qui font du buzz. Ma plus grande crainte, c'est de voir dans ces gouvernements, le président lui-même, quand il a pris ses pouvoirs, il avait dit de promouvoir quoi? La jeunesse. Vous comprenez bien. Et quand vous regardez ces nominations, il n'y a pas une représentativité effective des jeunes. Parce que M. Kamerhe, c'est un produit déjà consommé. Tout le monde connaît qui est Kamerhe. C'est un produit consommé, qu'il soit dans l'opposition, qu'il soit dans la majorité. Nous parlons de l'ex-FCC. Nous voyons M. Mbemba aussi. C'est un produit déjà consommé. C'est-à-dire qu'on nous ramène les mêmes personnes avec des mêmes résultats et on s'entend à ce qui est un changement efficace. Non, mais là, le ministère de la Défense vous confie à un jeune qui n'a pas un CV riche. Est-ce que vous voyez le risque que vous prenez? Non, oui. il faut arrêter ça. Nous avons des jeunes compétents, très même compétents, d'occuper ces postes-là au ministère de la Défense. Si vous êtes demandé de donner un exemple, par exemple, de ce jeune qui pouvait être placé à ces postes-là et qui, selon vous, allait amener des solutions. Nous sommes là, quand on parle de la jeunesse, on ne peut pas citer d'autres personnes. Nous sommes là, la jeunesse est là. Nous sommes debout, mais sauf qu'avec cette politique, on est en train d'étouffer les jeunes à des plus hautes responsabilités. Là, on devrait le dire, la jeunesse n'est pas représentée. Je prends le cas des... En tout cas, quand on parle par exemple de Tshisekedi, on parle de la promotion des jeunes. Vous avez des jeunes comme des Christian Bosembe qui sont au CESAC. Vous avez des jeunes comme Yves Mboukoulou qui ont des responsabilités au niveau du ministère de la Jeunesse. Il y a quand même des jeunes comme ça dont on parle davantage depuis que Félix est au pouvoir, non? Bon, ça c'est de la mascarade politique. Parce que moi je vois dans ces nominations les triangles Mbemba, Kamerhe et le président Tshisekedi. Donc il y a déjà un agenda bien.
Même au niveau de la géopolitique, il y a beaucoup de représentants de leur province, Équateur, Kivu et Kasaï. Les grands Katanga, pour ces nominations des nouveaux ministres Samaloko, il n'y a que 4 postes. Celui de, je crois, du sport avec Kaboulomana Kaboulo. Lui, quand même, il est bien calé dans ces histoires dans le cas du sport. Il a des compétences nécessaires pour apporter les changements dans ces coins-là. Oui. Nous parlons de Mbemba. Oui, quand même, Mbemba est un seigneur de guerre. Il a l'expérience sur la gestion en matière de sécurité du pays. Là, c'est un point purement positif qu'il faut apprécier. Mais le plus grand problème, c'est ce qui se trace dans ces duos Tshisekedi, Mbemba, Kamere. Et ce duo a pris naissance après qu'il y ait cette turbulence politique au sein de l'Union sacrée. Il y en a d'autres qui ont quitté l'Union sacrée pour être dans l'opposition. Nous parlons des cas de l'ensemble. Il y a certains ministres qui ont démissionné, n'est-ce pas? Il fallait les remplacer. Dans ce cadre-là, je suis tout à fait d'accord. Là, il n'y a pas un problème. Mais le problème se pose par rapport à leur discours politique. Parce qu'on a déjà entendu beaucoup. La population est fatiguée des discours. La population veut palper des réalités. Les social ne marchent pas. L'économie est par terre. Ce discours de M. Kamé qui va ramener $1 à 1000 francs, c'est une comédie musicale. Nous sommes ici sur ces plateaux. Les gens veulent de lui ça. Ce n'est pas lui qui l'a dit. $1 dans 6 mois. Dans 6 mois, oui. $1 sera égal à 1000 francs. Vous comprenez bien, dès sa nomination. Donc ça, ce sont des discours purement politiques. Parce que nous rentrons sur le fait. Mais merci, on vous redonne la parole. On vous redonne la parole. On donne la parole à Jerry Mbayo. Quand on regarde, par exemple, Nicolas Kazadi, qui est dans ce gouvernement, à qui on a donné les finances. Dernièrement, il y a eu le président de la CENI s'est lamenté, s'est plaigné au niveau de financement des opérations électorales. Quand Nicolas Kazadi rentre encore dans ce nouveau gouvernement, est-ce que c'est parmi les points faibles de ce gouvernement? Bon, je pense qu'il y a matière à réflexion. Monsieur Nicolas Kazadi a été à l'origine de plusieurs déclarations qui ont été très facilement renversées et qui ont exposé le gouvernement au mépris de la population, dans la mesure où il est la personne qui a, à haute et intelligible voix, déclaré par exemple que le président, l'ex-président Joseph Kabila touchait environ 600 et quelques $1000 le mois. Mais que, curieusement, le président Félix ne toucherait que 30 000 et que par voie de conséquence, le sortant n'ayant que 30% de l'enveloppe de celui qui est en exercice, n'aurait que autour de 17 000. C'est des déclarations qui ne peuvent pas émaner des personnes qui gèrent des ministères aussi sensibles. Ce n'est qu'un exemple bête. Et il y en a autant. Il aurait fallu, même pour l'apaisement, parce que dans les nominations qui sont effectuées, il y a un besoin de soutien politique, il y a un besoin d'alliance, mais il y a aussi un besoin de conviction. Il y a un souci de convaincre la population. Pas plus tard qu'hier, des vidéos ont été lancées sur les réseaux où on voit M. Nicolas Kazadi être interdit d'accéder à son bureau par beaucoup de fonctionnaires de l'État qui sont allés jusqu'à son bureau et l'ont empêché d'y accéder. Pour quelle raison? Comment peut-on en arriver à ce point? C'est que quelque part, certes, il y a des bonnes nominations qui peuvent porter du fruit, mais il y en a d'autres sur lesquelles il faudrait qu'on s'arrête un moment. Mais si vous allez permettre que je revienne assez rapidement sur les déclarations de mon co-débatteur de droite tout à l'heure, s'agissant du profil de la personne devant diriger le ministère de la Défense nationale. C'est bien de parler de la jeunesse. C'est bien de demander à ce que la jeunesse puisse avoir une place dans la décision des affaires de l'État. Mais aussi, rendons-nous à l'évidence qu'il existe des postes sensibles qui impliquent forcément une certaine acquisition de maturité et d'expérience. Il s'agit notamment de la défense nationale.
on ne peut pas l'accorder à un novice. Vous avez la parole, vous la gardez, Maître Jerry Bayo. Il est temps pour nous de basculer vers le deuxième thème de ces débats. On va parler de la loi sur la nationalité, la proposition de loi Tchani qui fait couler beaucoup d'encre et des salives en République démocratique du Congo. Elle a déjà d'ailleurs été inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale pour cette session ordinaire de mars. On veut parler des risques et des opportunités de cette proposition de loi. Vous avez la parole, vous la gardez encore, Maître Jerry. Quelle est la lecture de cette initiative de Noël Tchani et du député national Tsingi Polulu? Je pense que c'est une initiative plutôt non seulement contraire au bon sens, mais aussi contraire aux principes républicains. Pourquoi? Cette proposition envisage la suppression ou la diminution des droits acquis. Ça signifie qu'en d'autres termes, elle vise la privation à l'accès à certains concitoyens à certains postes importants de la gestion de la nation. Alors que, même à l'origine, pour tous les constitutionnalistes, pour tous les juristes avisés, ils savent que l'article 13 de la Constitution, ayant été verrouillé, c'est-à-dire ne pouvant subir de modifications, entrera en contradiction avec l'esprit de cette proposition de loi. Et l'État, la République démocratique du Congo, appartenant au système latino-européen qui applique la hiérarchisation des normes, on se retrouvera devant une loi organique qui rentre en contradiction avec la Constitution. Par voie de conséquence, il faudra modifier. La loi organique devra tomber devant la Constitution. Parce que ce n'est pas une loi organique qui l'emporte révision de la Constitution. C'est plutôt la Constitution qui l'emporte révision d'une loi contraire. Je vous donnerai un exemple. Il était prévu auparavant que la femme mariée, pour travailler, devait se munir de l'autorisation maritale. Et ces textes sont restés inchangés jusqu'à l'avènement de la nouvelle Constitution, qui prône, malheureusement ou heureusement, l'égalité entre l'homme et la femme. Par voie de conséquence, étant appelés à jouir des mêmes droits et à être égaux devant la loi qui prévoyait l'autorisation maritale comme condition tombe en désuétude devant la Constitution. Ça va mettre Jerry, tel est le cas. Et d'ailleurs, peut-être pour chuter, il faudrait aussi lire l'historique de l'avènement de notre Constitution et des textes qui nous gèrent. L'historique nous dira que nous sommes sortis de 1990 vers 1992, où il y a eu une forte crise entre deux peuples, ceux du Kasaï et du Katanga, et qui a occasionné la mort de plus des centaines de Congolais. Et de là, nous sommes allés en 1997 avec l'avènement de Mouzé Laurent Désiré Kabila qui renverse Mobutu. Et immédiatement après la prise de pouvoir, il y a eu l'arrivée de toutes ces rébellions dont faisait partie Jean-Pierre Bemba et les Mboussa Nyamwisi. On va y revenir avec beaucoup plus d'éclairage. Bernard Kapenga, est-ce qu'on a l'impression que les partisans du chef de l'État soutiennent bien cette proposition de loi de Noël Tchani, même si Noël Tchani n'est pas membre de l'Union sacrée? Pourquoi on a cette impression? Vous d'abord, à votre niveau, quelle est votre appréciation de cette initiative? Bon, les partisans du chef sont des Congolais. Ils jouissent les mêmes droits que ceux-là qui ne soutiennent pas cette loi-là. C'est d'abord ça. Vous ne devez pas faire des reproches à ces gens-là. Mais la question qu'il faut se poser ici, pourquoi on en est arrivé là? Le Congolais ne doit pas rester dupe. Ça, je donne mon analyse, mon avis à moi. Nous venons d'une histoire bien connue. D'abord, il faut rappeler aux Congolais que la notion du père
et de mer n'est pas une nouvelle notion pour les Congolais. Déjà, avant la constitution de Mobutu, il était dit clairement, ne peut être président que Congolais, et c'était bien dit, 2 points, c'est-à-dire de père et de mère. C'était dit avec la constitution de Mobutu qui est partie avec l'avènement de l'AFDEL. Donc, il y a eu une autre constitution. Et cette constitution, c'est une constitution des belligérants. Et les belligérants, c'est qui? Ce sont des Congolais, ce sont des étrangers qui ont tout chamboulé et qui ont mis les pays en danger. Aujourd'hui, nous souffrons de ce que nous appelons l'infiltration. À tous les niveaux, nous sommes en train de payer le plus jusqu'aujourd'hui. Mais comment mettre fin à cette réalité-là? Toutes les possibilités sont permises. Il faut utiliser toutes les voies. Et parmi ces voies-là, il y a l'armée, il y a les nominations. Maintenant, il faut regarder 2 fois quand vous nommez quelqu'un quelque part. Est-il congolais? Est-il justement, loyal? là-dessus, comment ça s'apprécie? Comment apprécier que tel est congolais de père et de mère? Comment ça se sait? Il faut étudier. Ici, c'est un problème de loyauté. Il faut d'abord arriver à nettoyer, puisque ce qui est vrai que nous avons des gens qui occupent des responsabilités, même des postes très sensibles, mais qui ne travaillent pas pour le pays, qui travaillent pour l'étranger. Donc, vous voyez, c'est une réalité que nous avons. Maintenant, la guerre à mener, c'est une guerre qu'il faut mener à tous les niveaux. Mais en commençant par les lois, d'abord. On vous redonne la parole. Nestor Moussoul, il y a par exemple en Égypte, où la loi est beaucoup plus coriace. En Égypte, par exemple, pour être président de la République, il faut être né des pères et des mères égyptiens. Il faut être aussi musulman. Quand on voit par exemple aux États-Unis, il faut être né sur le sol américain, même si on est des parents par exemple congolais, mais que l'on soit né sur le sol américain, il y a le lieu solide, vous devenez président de la République. Est-ce que vous avez l'impression qu'il faut, partant des éclairages de Bernard Kapenga, de l'infiltration, nous avons connu une histoire pareille, de légitimation des chefs d'État, est-ce qu'il faut finalement mettre de l'ordre dans ce secteur-là? Je ne suis pas tout à fait d'accord sur ce point-là, parce que l'histoire nous en dira plus. Vous êtes sans ignorer qu'en 2011, vers les années 2011-2013, il y a eu la guerre du côté de l'Est avec le M23, à la tête avec le général Kunda Batware. Et le M23 a été de fait sur terrain et sont partis en panique dans leur pays de provenance. Qui a terminé cette guerre de l'Est? Il y avait le général Mamadou Ndala qui n'était pas congolais à 100%. Vous comprenez bien. Pourquoi je justice que cette loi, à moins que tu sois sorcier, pour appuyer cette loi de la congolité? Non, mais il faut comprendre cette loi, Nestor Moussoul. La loi parle des postes régaliens. C'est-à-dire des postes régaliens. Oui. Pourquoi? Vous pouvez être ministre provincial des infrastructures, vous pouvez être ministre, oui. Cette loi, en 2021, elle a été émise devant l'Assemblée nationale et on a rejeté ça, n'est-ce pas, en 2021. Qu'est-ce qui a fait que M. Tchani puisse créer ce buzz-là? Rentrons dans l'historique. C'est un candidat malheureux qui était candidat à la présidence, il a échoué, à la députation, il a échoué, il a un bilan d'échec et il est à la quête des positionnements. Il fait son appel de la transhumance politique en manipulant cette loi. C'est une loi discriminatoire parce qu'ici, nous sommes pendant une période où notre pays est fragile. L'ennemi qui est là du côté de l'Est, et nous voulons amener encore des discours qui vont nous retourner encore en arrière. Et pour accéder à des postes stratégiques, il faut être congolais de père et de mère. Aujourd'hui, donc vous allez dire à toute la jeunesse congolaise de ne pas épouser des femmes étrangères, n'est-ce pas? Les Congolais qui sont nés des pères et des mères ici au Congo, pour accéder à ces postes clés de la présidence, nous voyons les postes clés des ministères de défense, de l'intérieur, il faut être Congolais des pères et des mères. Cette loi, elle est... Figurez-vous, Nestor Moussoul, qu'on a eu dans ces pays un certain James Kabarebe, que vous connaissez, qui a occupé des postes importants dans ces pays, et aujourd'hui, il occupe des postes importants au Rwanda. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il faut réguler finalement ces secteurs comme Singi Pouloulou et Noël Tchani le pense? Le moment n'est pas propice. Le moment n'est pas propice pour que cette loi, d'ailleurs je peux confirmer sur ce plateau, ça ne va pas passer. Ah voilà, merci. Ça ne passera pas. On va vous redonner la parole pour la conclusion. Est-ce que, Maître Djerim Bayo, cette loi, elle vient in tempore suspecto, comme on dit en latin, elle est une bonne loi, mais le temps ne s'y prête pas? Vous avez eu le mot juste. Oui. Le temps, il est effectivement assez délicat, dans la mesure où
des personnes qui ont officialisé leur candidature, où nous voyons M. Félix Tshisekedi, président de la République, sortant, Moïse Katumbi, avec Ensemble, Matata Mponyo et les autres. Mais sur le plan du poids politique, nul n'ignore ce que représente à lui seul Moïse Katumbi. Et il faut être dupe pour s'imaginer que cette loi n'interviendrait pas pour lui priver la possibilité de briguer la magistrature suprême. Voilà pourquoi. Je vais donner un petit exemple. Lorsque vous prenez par exemple M. Tchiani, qui a passé toute sa vie aux États-Unis et qui débarque aujourd'hui en République démocratique du Congo, plus soucieux que tous les Congolais qui sont restés ici à peiner de toutes ces guerres, de toutes ces crises, et qui veut ignorer les étapes de belligérance par lesquelles la RDC est passée, et vouloir initier une loi dont on est sûr de l'issue. C'est-à-dire, une personne qui draine, vous prenez, il ne s'agit pas de Moïse seulement, il s'agit de M. Olivier Kamitatou, il s'agit de José Ndundo, il s'agit de toutes ces personnes. Dites-moi, jusqu'à date, quel est le président, parmi les meilleurs magistrats qu'a connu la République démocratique du Congo depuis le Zaïre? N'y a-t-il pas un Léon Kengo Adondo? Parce que jusqu'aujourd'hui, on voit des grands professeurs comme le professeur Chizanga qui sont des produits de la formation de M. Léon Kengo Adondo. Est-ce que celui-là n'a pas mérité d'avoir bien géré le Sénat? Il n'a pas mérité d'avoir bien géré les hautes institutions judiciaires? Merci. Donc, à ce titre-là, je pense qu'il ne sert à rien. Nous avons déjà une guerre que nous n'arrivons pas à maîtriser à l'Est. Il ne sert à rien d'en créer une autre civile au sein du pays. Parce que, déjà, toute politique, tout analyste visionnaire est en mesure d'entrevoir le danger que représente cette loi. Merci bien, Jerry Mbaye. On va prendre ça pour votre conclusion. Bernard Kapenga, quand on regarde cette loi, est-ce qu'on entrevoit le chef de l'État derrière? Est-ce que c'est une initiative qui est cautionnée, comme les gens le pensent, par le chef de l'État? Est-ce qu'elle vise Moïse Katumbi? Non, pas du tout. La loi est impersonnelle et c'est très facile de penser que c'est Tshisekedi qui est derrière cette loi-là. Et ce n'est pas vrai. Moi, je voudrais que les Congolais reviennent à la raison, qu'ils comprennent d'où nous venons et quel est le danger nous courons. Ce n'est pas qu'on a une dent contre une personne, mais il y a le pays qui compte plus que quiconque. Ici, nous avons 9 voisins. Oui, ici, nous sommes infiltrés, nous sommes enviés. Il y a des multinationales qui manipulent des gens, qui imposent des présidents. Depuis que le Congo est Congo, jusqu'à à peine quelques années, si on nous a imposé des dirigeants. Et quand vous voyez les gens qui nous ont dirigés, pour la plupart, c'était des gens bien calculés. On le prenait où? On le prenait des étrangers, des gens qui n'avaient pas une loyauté. Aujourd'hui, le problème que nous connaissons aujourd'hui à l'Est, c'est dû à ça. Vous avez renoué, vous avez tout à l'heure, vous prenez quelques minutes déjà, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a eu un certain James Kabarebe, vous connaissez l'histoire. Aujourd'hui, la RDC, si elle veut s'assumer, la RDC doit nettoyer sa maison. Nous ne maîtrisons rien déjà au niveau du recensement. Nous ne savons pas combien nous sommes, qui est congolais, qui ne l'est pas. On va donner la parole là. Je ne suis pas contre cette ouverture, mais pour le moment, moi, je pense qu'il faut d'abord verrouiller, maîtriser les choses et les ouvrir. Sinon, nous n'allons jamais terminer avec cette guerre-là. Voilà, Nestor Moussoul, en conclusion. Je suis contre cette loi, je peux dire caractérisée de la sorcellerie, parce que M. Noël Tchiani, ce sont des criminels qu'il fallait arrêter de faire devant la justice. Il a fait quel crime? Écoutez, la folie, c'est d'allumer les faits, mais de ne pas avoir la capacité de connaître la dimension du fait et d'éteindre ce fait-là. C'est bien de parler de la congolité, cette loi. Pourquoi? En cet instant, notre pays est attaqué par nos voisins. On vient aujourd'hui avec une loi qui peut nous mettre dans une distraction pendant qu'on a un bilan
à défendre devant la population, le bilan qui est pratiquement médiocre. Merci Nestor Moussoud, ça va être votre conclusion. Merci aussi à Jerry Mbayo, merci à Bernard Kapenga d'avoir participé à cette émission. Auditeurs et téléspectateurs de Mikuba, merci de rester fidèles au programme de votre chaîne.